secret, hein, vous ne savez jamais où vous mettez vos affaires. Petit à petit, vous allez glisser vers la dépression et être de plus en plus dépendante du bon vouloir de ce partenaire un peu spécial. Alors, cet isolement social, c'est un élément de contrôle psychologique particulièrement redoutable et c'est une violence domestique, hein. Si vous repérez que vous êtes en train de vous couper de toutes vos relations, il faut le contrer au plus vite. Et si dans vos proches, vous voyez qu'il y a une personne qui est coupée de ses relations, il faut aussi voler à son secours, hein. Un moyen qui peut être utile, c'est d'alerter le médecin traitant dans un premier temps, parce que là, peut-être le partenaire n'osera pas aller contre le médecin qui dit bah, vous devriez faire du sport, vous devriez vous inscrire dans telle association, vous devriez faire ceci ou cela. Mais c'est vraiment quelque chose de très pernicieux et de très redoutable. Le troisième signe inquiétant, c'est le contrôle financier. Votre partenaire va surveiller comment vous dépensez votre argent et il garde un accès sur vos comptes bancaires. Bon, traditionnellement, ça se faisait, hein, on gérait un bon père de famille, c'était le mari qui gérait les comptes de la femme. C'est plus le cas, hein. On ne va pas tolérer ça. Il peut vous obliger à transformer le conjoint en conjoint, pardon, votre compte personnel. Et comme vous en avez assez des scènes, ben vous allez céder et vous allez transformer votre compte. Vous allez devoir justifier jusqu'à vos plus menus achats. Il faut montrer les tickets de caisse. Voilà. Lui, pendant ce temps, il peut utiliser votre argent, l'argent que vous gagnez, il l'utilise à son profit puisque vous avez un conjoint, hein. Alors, ce contrôle financier, c'est un abus émotionnel, hein. Ça vous place en état de minorité, de tutelle. Le but final, peut-être inconscient, hein, est de vous dominer, de gagner, de garder le pouvoir et le contrôle sur vous. Si vous reconnaissez ces signes, soit chez vous, soit chez d'autres, cherchez tout de suite de l'aide pour récupérer ou pour maintenir le contrôle de vos finances. En l'occurrence, une assistante sociale peut intervenir et faire appel à la justice pour vous protéger. J'ai plusieurs fois été mandatée par le procureur pour aller examiner des situations de cet ordre où il fallait évaluer si la femme était effectivement sous contrôle financier de son compagnon et s'il fallait mettre en place une mesure, par exemple, de curatelle pour couper court à ce genre d'abus. Le quatrième signe, ça va être la destruction de l'estime de soi. C'est très, très pernicieux. Vous perdez petit à petit votre confiance en vous, vous devenez plus critique envers vous-même parce que, ben oui, il vous fait des reproches sans arrêt, ça crée des gros dommages, hein, et vous croyez que c'est vrai finalement parce qu'il vous le dit tout le temps, hein. Et puis il prétend en plus que ce qu'il vous dit, c'est pour votre bien, c'est parce que vous avez des défauts, il faut vous corriger, il faut vous perfectionner. C'est pas pour vous faire de la peine, hein, qu'on vous dit que vous êtes mauvaise en ceci ou nulle en cela. Petit à petit, le doute va s'insinuer en vous. Vous n'allez plus oser prendre d'initiative. Vous vous sentez peu à peu misérable, incapable, bon à rien, à force de l'entendre dire ou de le comprendre à demi-mot, parce que ça peut être beaucoup plus subtil, hein. Ce sont des réflexions perfides, c'est des critiques parfois déguisées en plaisanterie. Et puis, si vous le prenez mal, hein, si vos réactions sont non, ça va pas du tout, c'est que vous n'avez aucun sens de l'humour. Vous comprenez pas que c'est pour votre bien qu'on vous dit que décidément vous savez pas faire la cuisine ou que vous conduisez comme un pied. Alors, être blâmée, dénigrée, euh, être rendue honteuse, c'est de la manipulation mentale. C'est une violence psychologique et l'abus émotionnel, c'est aussi dangereux et inacceptable que la brutalité physique. Parce que effectivement, une relation abusive, ça n'implique pas forcément des coups euh, dans la figure, hein. Ça peut être simplement des réflexions blessantes et une façon très très perfide de vous rendre petit à petit extrêmement dépendante et extrêmement déprimée.
L'échelon supérieur, c'est l'humiliation publique. Votre partenaire va vous embarrasser régulièrement en public en partageant des informations personnelles, des choses que vous n'aviez pas du tout envie de divulguer, des gaffes dont il ou elle a été témoin, des anecdotes que vous lui avez confiées en comptant sur cette discrétion. Et loin de là, il se prend un grand plaisir à raconter ça en public, ce qui vous ridiculise évidemment. Pire encore, il peut exposer votre sexualité et il va décrire sans pudeur vos ébats, il va étaler les détails croustillants, soit en public, soit de plus en plus sur les réseaux sociaux, uniquement verbalement, mais peut-être aussi en diffusant les vidéos. Ma fille me disait qu'aux États-Unis, actuellement, il y avait un truc encore plus pernicieux, c'est-à-dire que beaucoup d'adolescents jouent à ce jeu dangereux. Hein, ils s'envoient les vidéos et ensuite ils sont fichés comme pédopornographes, aussi bien les auteurs que les victimes. C'est-à-dire que vous avez été filmé et on a diffusé votre vidéo, mais vous êtes fiché comme pédocriminel, vous aussi. Alors, l'humiliation publique, ça peut être aussi de se moquer en public de vos imperfections physiques, de vos handicaps, de vos difficultés verbales ou cognitives. Hein, c'est tout ce qui peut vous rabaisser finalement. L'humiliation, la critique, la négativation de vous-même, ce sont des tactiques pour ruiner votre estime de soi. C'est peut-être pas fait toujours consciemment, mais ça l'est quelquefois de façon très, très évidente. Cette violence émotionnelle et verbale, elle peut cibler aussi bien votre apparence physique, vous êtes trop grosse, ou pas assez, votre intelligence, votre comportement, et n'importe qui, quels que soient ses antécédents, son origine, son âge, peut se retrouver dans une relation toxique ainsi, devenir la cible de ce bombardement, de ce pilonnage particulièrement perfide et destructeur. Si vous réalisez, vous, que vous êtes dans cet engrenage, il faut vous protéger et chercher de l'aide dès que vous réalisez ce qui se passe, parce que c'est particulièrement destructeur. Alors, le 6e signe, c'est le comportement agressif. Quand votre partenaire se met en colère et que vous êtes vraiment effrayé, quand il prend un produit excitant, l'alcool, souvent, mais d'autres aussi, hein, la cocaïne, c'est pas mal non plus pour entraîner ce genre de trouble. Ça devient très problématique. Vous avez été souvent blâmé pour les problèmes que rencontre votre partenaire, c'est de votre faute. Hein, il, les réactions qu'il a, c'est des réactions, c'est parce que vous êtes coupable. Et ça peut être le leitmotiv lors des disputes, hein, c'est de ta faute. Quand les enfants, quand on les gronde, commencent à rétorquer c'est de ta faute en écho de ce qu'ils ont vu dans la famille, ça commence à devenir vraiment grave. Hein. Il faut vraiment réagir avant d'en arriver là. En effet, dans ce genre de comportement, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Le partenaire au comportement agressif peut réagir en faisant n'importe quoi, en jetant des objets, en cassant tout ce qui l'entoure, sans réfléchir aux conséquences. C'est effectivement souvent sous l'effet de produits qui rendent ces comportements plus fréquents. Hein. Mais quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir pris de la cocaïne pour avoir des colères irrépressibles. Ce comportement agressif, c'est un prédicteur précoce des violences physiques, hein, qui est la forme de violence domestique la plus reconnue, évidemment. Et dès qu'on ressent cette agressivité verbale culpabilisante, c'est le premier échelon de la montée en puissance de cette violence. Hein. Parce que l'auteur, il croit ce qu'il dit hein, quand il vous accuse d'être coupable. Hein. Et il va se défendre, puisque l'adversaire, c'est vous. Hein. Or, ce qui vous arrive, c'est pas de votre faute. Hein. Et vous n'êtes pas la seule, malheureusement, à être victime de ça. Il y a beaucoup de situations où on rencontre ce genre de problème
Et il y a donc des lignes téléphoniques qui ont été mises en place spécialement pour les femmes victimes de violences. En particulier, maintenant, c'est le 3919. 3919 parce que 3 septembre 2019, le Grenelle sur les violences faites en famille, les violences domestiques. Le 3919, il est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ceci depuis le 30 août 2021. C'est un numéro qui est gratuit et anonyme. Alors, il ne traite pas les urgences, c'est pas le 17, la police ne va pas débarquer, mais il vous informe et il vous oriente et il vous permet de vous dégager, si possible, de ce problème. Le 7e signe, c'est donc la violence sexuelle. Par exemple, vous vous sentez forcé par votre partenaire à une relation sexuelle ou une relation que vous trouvez inconfortable. On parle de violence sexuelle quand votre partenaire vous impose une relation à laquelle vous ne consentez pas vraiment et que vous vous laissez faire par lassitude pour avoir la paix. Bon, c'est un mauvais moment à passer et on se laisse faire. Il y a une autre forme de violence sexuelle qui est de restreindre l'accès à la contraception. C'est quand même assez spécial. Alors, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'être en couple n'implique pas automatiquement un consentement systématique et qu'on n'a pas à se résoudre à toutes les fantaisies de l'autre. On ne doit pas accepter sans restriction les fantasmes de l'autre. Malheureusement, une enquête récente citée par le docteur Muriel Salmona, qui est une psychiatre spécialiste de la mémoire traumatique. Cette enquête date de l'année dernière, une enquête d'Ipsos qui a montré que 20% des jeunes hommes de 18 à 24 ans ne considèrent pas comme un viol de forcer un rapport sexuel une personne qui refuse, que 23% de ces mêmes jeunes de 18 à 24 ans pensent que la personne prend du plaisir à être forcée et que plus de 30% imaginent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée. Alors, quelle explication à ces croyances complètement ahurissantes? Eh bien, peut-être que l'exposition précoce à la pornographie avec érotisation de la haine et de la violence, ou bien que les jeux en ligne, certains jeux en ligne avec des stéréotypes sexistes, pourraient expliquer cette tendance. Alors, si vous n'arrivez pas à discuter de votre sexualité avec votre partenaire, eh bien, ça peut être une bonne idée d'en parler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Auprès de votre médecin, par exemple, ça peut être un premier accès. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par ce genre de mécanisme. Alors, pour reprendre en résumé les signes alarmants qu'on peut rencontrer donc dans ce type de relation toxique, il y a l'envahissement. C'est l'invasion, c'est la prise de tête. On est bombardé sans cesse de textos, d'emails, d'appels. C'est très vite insupportable. Il y a aussi la jalousie, des comportements irrationnels. Par exemple, l'interdiction de parler aux gens du sexe opposé. Et également de parler à ses amis, même du même sexe. L'exigence de connaître les détails de la vie privée, tout ça, bon, c'est tout à fait anormal et on ne doit pas le tolérer. Le contrôle. On vous impose la façon de vous habiller, de vous comporter. On vous examine de façon intrusive sans votre accord. On fouille votre téléphone ou votre ordinateur sans autorisation. Alors, l'isolation, qui est l'acte de vous mettre en position d'isolement. On insiste pour que vous passiez votre temps seulement avec le partenaire qui exige l'exclusivité. Les critiques aussi. On vous donne des surnoms, on ridiculise votre vie et on tente le lavage de cerveau en proclamant qu'on est le seul à prendre soin de vous. Tous les autres, là, c'est... Bon. Il faut avoir confiance quand le partenaire désigné. Le sabotage. Alors, votre partenaire va vous faire rater le travail ou les études. Bon, il cache vos clés, il cache vos papiers, il cache votre argent. Vous ne savez jamais où vous mettez votre porte-monnaie. On le trouve dans des endroits invraisemblables, dans le frigo, par exemple. Décidément, vous perdez la tête. Et ça détruit votre estime de soi. La culpabilisation.
Votre partenaire vous fait vous sentir coupable et il vous blâme en plus pour ses problèmes. Il vous rend responsable de ses comportements destructeurs. Et enfin, la colère. Il réagit de façon excessive aux problèmes. Il explose de manière incontrôlable. Il menace de vous frapper, voire de vous tuer. Et il vous fait craindre pour votre vie ou pour celle de vos proches. Alors, les mesures prises en France. Déjà, il y a eu la création de la MIPROF, Mission interministérielle pour la protection des femmes. Ça date de déjà plusieurs années et c'est toujours en activité. Il y a eu aussi depuis plusieurs années la création des observatoires régionaux des violences faites aux femmes, qui sont évidemment régionaux, donc il n'y en a pas dans toutes les régions, c'est variable. Hein. Les premiers ont été créés il y a déjà une douzaine d'années, mais il n'y en a pas partout. Plus récemment, il y a eu la création de la première CLAP. Qu'est-ce que c'est qu'une CLAP? C'est une cellule de lutte contre l'atteinte aux personnes. Ça a été créé la première en 2018 dans la Somme. Et il s'agit de mettre en place dans les gendarmeries des officiers de police judiciaire qui sont spécialement formés pour accueillir les victimes de violences sexuelles ou sexistes, et ce qui permet de réduire les délais d'attente, de centraliser les procédures et surtout d'éviter aux victimes de devoir se répéter face à divers interlocuteurs, ce qui est particulièrement pénible et destructeur pour les victimes. Alors, en 2019, le ministère de l'Intérieur a mis en place une grille d'évaluation du danger de la situation qui regroupe des informations sur la victime, sur l'auteur et de façon générale sur la situation dans la famille. Et cette grille, je l'ai retrouvée donc sur le site du gouvernement parce que quand j'ai demandé aux OPJ avec qui je travaille habituellement s'ils pouvaient me la fournir, ils m'ont dit oh, non, c'est secret, il ne faut pas le dire. Sauf qu'on la trouve sur Internet sans problème. Donc cette grille est d'abord une évaluation de la situation des victimes de violences au sein du couple et la recommandation, c'est de veiller à recevoir la victime dans un lieu qui respecte la confidentialité dans la mesure du possible. On a donc eu des initiatives pour pouvoir très vite isoler la personne qui vient porter plainte ou faire une main courante sur les violences domestiques. On informe la victime que le questionnaire en question va lui permettre d'évaluer sa situation afin de mieux l'accompagner. Il va être complété par la personne, policier ou gendarme, sur les indications de la victime. Après avoir ménager un temps de parole pour qu'on explique. Il ne s'agit pas de lui remettre le questionnaire à cocher les cases et tout ça pour qu'elle le renseigne toute seule. Ça ne marche pas, ça. Il faut faire preuve de pédagogie et de bienveillance afin de rassurer et de déculpabiliser la victime. Et pour ça, il faut un dialogue avec l'officier de police. Alors, dans ce questionnaire, il y a donc d'abord les informations sur la victime. On lui demande si elle est blessée, si elle craint de nouvelles violences envers elle ou envers les enfants ou envers les proches. On lui demande si, d'après elle, le partenaire ou l'ancien partenaire a eu connaissance d'un projet de séparation. Quand il y a eu séparation, est-ce qu'il cherche à connaître le lieu de résidence de la personne qui s'est enfuie? Et on va lui poser des questions finalement qui recoupent ce qu'on a déjà vu. Est-ce que vous vous sentez isolé de votre famille ou de vos amis? Est-ce que vous avez peur pour vous et ou pour vos enfants? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous vous sentez à bout sans solution? C'est-à-dire qu'on évalue le risque quand même de forte dépression, voire de suicide de la victime. Après, on va poser des questions qui vont fournir des informations sur l'auteur. Est-ce que votre partenaire ou ancien partenaire possède des armes à feu, déclarées ou non? Est-ce que votre partenaire ou votre ancien partenaire consomme de l'alcool, des drogues, des médicaments? Est-ce qu'il a des antécédents psychiatriques? Est-ce qu'à votre connaissance, il a déjà été violent? A-t-il déjà blessé quelqu'un d'autre, en particulier une ancienne partenaire à lui? Est-ce qu'il a déjà eu des problèmes avec la justice ou avec la police? Et est-ce qu'il a déjà tenté ou menacé de se suicider? Ensuite, ça sera les informations sur le contexte. Bon, déjà, est-ce qu'il s'est déjà montré violent envers vous auparavant?
est-ce que la fréquence des violences a récemment augmenté? Aussi bien les violences verbales, physiques, sexuelles que psychologiques. Question sur l'environnement encore. Est-ce que vous êtes enceinte ou est-ce que vous avez un enfant de moins de 2 ans? Parce que ce n'est pas des détails et au niveau pénal, ça implique davantage de prise en compte. Votre partenaire ou ancien partenaire, essaie-t-il de contrôler ce que vous faites? Est-ce qu'il surveille votre façon de vous habiller, votre maquillage, vos sorties, votre travail? Est-ce qu'il exerce sur vous une surveillance quotidienne? Est-ce qu'il exerce du harcèlement moral ou sexuel avec des mails, des SMS, des appels, des messages vocaux, des lettres? Disposez-vous librement de votre argent, de vos documents administratifs, vos papiers d'identité, votre carte vitale? Vous êtes en difficulté financière? Est-ce que votre partenaire ou ancien partenaire a menacé déjà de vous tuer ou de tuer quelqu'un d'autre, en particulier les enfants? Est-ce qu'il a précisé de quelle manière il projetait de le faire? Est-ce qu'il a déjà évoqué ou est-ce qu'il a commis, et vous le savez, des actes sur le plan sexuel qui vous ont mis mal à l'aise, qui ont heurté votre sensibilité ou qui vous ont blessé? Comme on le voit, ça reprend quand même pas mal des sujets qu'on a abordés. Hein, et ça date de l'année dernière, hein, ce questionnaire. Alors, les mesures récentes en France, il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales, hein, du 3 septembre au 25 novembre 2019. Et puis l'actuelle ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, elle travaille depuis des années sur ce sujet. C'est une ancienne magistrate, hein. Elle a été juge d'application des peines à Lyon en particulier. Et elle préconise la mise en place d'un pacte nouveau départ qui permettrait aux victimes de sortir de l'emprise. Alors, il s'agirait d'une sorte de guide unique, expérimenté dans plusieurs sites, de manière à mettre en place l'accompagnement nécessaire aux victimes pour qu'elles puissent quitter le conjoint violent. En effet, quitter le conjoint violent, c'est un pas difficile à franchir en raison de l'emprise et de la dépendance financière. Donc, ce pacte Nouveau Départ reposerait sur la mobilisation d'aide sociale, l'accès à la formation, l'aide au retour à l'emploi, l'hébergement d'urgence et le soutien psychologique de la victime. Mais s'occuper de la victime, c'est important, mais ce qu'on essaie surtout, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive et faire de la prévention. Donc, dans les mesures toujours à finaliser, qui ne sont pas encore réellement mises en place, il y a la généralisation des bracelets anti-rapprochement. Quand il y a eu déjà constatation de violence, il faut éviter que l'auteur puisse retrouver la victime. Très important, la prise en charge des auteurs. Il ne suffit pas de les incarcérer. Hein. Ça ne soigne pas la violence et ça ne prévient pas la récidive. Donc, il y a des groupes de parole qui doivent être mis en place, mais aussi des prises en charge individuelles spécifiques, parce qu'un groupe de parole, c'est bon quand on a affaire à des personnes qui ont un minimum de santé mentale. Hein. À partir du moment où il y a des problèmes réellement psychiatriques, il faut des soins. Le budget 2022 des centres de prise en charge des auteurs a été augmenté de 28%. Il comportera donc l'accompagnement judiciaire, psychologique, médical et socio-professionnel. Et enfin, ce qui est vraiment capital, c'est la prévention par l'éducation. Il faut sortir de ces stéréotypes sexistes et de cette violence qui est encore prônée dans bien des milieux comme étant un signe de masculinité et comme étant quelque chose de tolérable. Voilà. Donc, j'ai réussi apparemment, c'est à peu près mon PowerPoint. Si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps pour essayer d'y répondre. Voilà, oui, c'est parfait. Merci, merci Geneviève. Au point de vue timing, c'est parfait. Je pense que maintenant, tu peux arrêter le partage d'écran, à moins que tu aies encore besoin de ton PowerPoint. Non, je pense pas. Enfin, Alors,
Je suis screen sharing, il faut que je stoppe mon share. Arrête le partage, voilà, magnifique. Et voilà. Comme ça, on se voit mieux. Alors, je crois que pour la bonne organisation, si vous voulez poser des questions, vous levez la main. Vous avez en bas réaction. Vous pouvez lever la main. Comme ça, je donne la parole aux personnes qui ont levé la main. Alors, j'ai déjà une question. Pourrait-on recevoir par email le PowerPoint? Pas de souci, mais là, je te laisse ce soin, Bernadette. Ah oui, alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pas noté. Comment on va faire? Mais non, en fait, on va l'envoyer à tout le monde. Voilà, je crois que c'est En fait, ce que tu as dit, c'est vrai. Enfin, ton PowerPoint est très complet. Au niveau de l'enregistrement, alors là, c'est de ma faute. Hein. J'ai même pas vu tous les messages que vous m'aviez mis. J'ai démarré l'enregistrement qu'à 6h15. Bon. Mais on va mettre le PowerPoint, on va l'envoyer à tout le monde via l'espace Optimiste, comme ça vous l'aurez. Parce que j'ai pas fait la liste de celles qui étaient présentes, et puis je sais qu'il y en a qui avaient des réunions de leur club ce soir, qui s'étaient excusés, qui ne pouvaient pas participer. Donc, on envoie le PowerPoint à tout le monde. Marie-Christine Griès a une question. Tu ouvres ton micro. On ne l'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Oui, oui. C'est une question concernant effectivement la personnalité de l'agresseur. Moi, je me suis trouvée en position de tiers, non impliqué bien entendu, mais enfin témoin direct. Et c'est vrai que c'est très, très difficile parce que là, on a vu un catalogue de comportements qui sont abominables, qui nous paraissent abominables, mais en réalité, quand vous êtes en dehors, quand vous n'avez seulement que des contacts occasionnels avec les personnes concernées, vous pouvez avoir une vision totalement différente de l'agresseur. Hein. Moi, je me suis trouvée, pour tout dire, avec un collègue qui était au-dessus de tout soupçon. L'homme charmant, adorable, compétent, qui avait tout pour réussir et tout dans la vie, avec une femme adorable, très gentille, avec qui on pouvait participer à des dîners, etc. Et on ne se doutait de rien. Voilà. Il a fallu que ce soit sa belle-mère qui mette les pieds dans le plat un beau jour, mais sinon, on ne savait rien. C'est une situation qui est très gênante parce qu'on est témoin, on se culpabilise quand on apprend la vérité, ce qui se passe, mais malheureusement, comment arriver à détecter tout ça quand on n'est pas directement appliqué, effectivement, mais quand on se sent quand même proche des victimes. Je pense que la seule façon d'avoir une petite idée de ce qui se passe, c'est de demander à la personne qu'on soupçonne d'être victime, parce que effectivement, l'agresseur, il y a plusieurs facettes. Hein. Il peut être tout à fait charmant. Et c'est dans certaines situations seulement. Bon, très souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que bon, il y a quand même un appoint toxique hein, qui vient rendre les choses encore pires. Et en dehors de ça, au niveau du boulot, il n'y a pas de problème. La personne, elle n'a pas bu, elle n'a pas pris de cocaïne, elle n'est pas sous l'emprise de n'importe quoi qui peut l'exciter. Et puis de toute façon, c'est pas à vous qu'elle s'intéresse, c'est à son conjoint. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que vous soyez victime de quoi que ce soit par une personne qui, par ailleurs, peut être tout à fait odieuse dans son couple. Mais la façon, c'est effectivement de s'inquiéter auprès de la personne victime. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui. Oui, oui, évidemment, c'est très difficile de toute façon, c'est très, très difficile. Parce qu'il faut saisir non pas un seul petit élément, mais plusieurs éléments coïncidents. Je sais, bon, j'ai connu un cas proche, c'était la fille d'une de mes amies, et c'est vrai qu'il a fallu que l'on me cite par ricochet un certain nombre de choses pour que je finisse par dire, mais attention, que je dise à mon ami, attention, à mon avis, il tape sur ta fille. Ce qui était finalement le cas, mais c'était pas du tout évident. Il y avait des petits signes, ça oui, ça oui, ça oui, progressivement. Donc il y a une accumulation de petits faits qu'on arrive à connaître, mais qui est parfois lente. Donc on peut trouver que notre activité n'est pas suffisante. Ce qui est vraiment très important, hein, c'est de rompre l'isolement. Hein. C'est que la victime ne soit pas tout le temps enfermée dans sa culpabilité, parce que la victime se sent coupable. Hein,
Ah oui, oui, tout à Qui fait. aime bien châtie bien. S'il me gronde, c'est qu'on retombe en enfance dans ce genre de situation. Bien, merci Marie-Christine. Je donne la parole à Florence Guimard de Cognac. Est-ce que je peux, alors avant d'intervenir, est-ce que je peux me permettre, j'aurais voulu compléter un peu ce que disait Geneviève, parce que moi je suis assistante sociale libérale et je travaille entre autres avec le centre Suzanne Noël de Cognac. Oui. Et pour répondre à la question, oh mince, j'ai perdu le nom, peu importe, de la dame qui vient de poser la question. Oh, je suis désolée, je dois voir. Marie-Christine Griès. Marie-Christine, excuse-moi. Ah oui, ça y est, je te vois là-haut. Non, ce qui peut alerter aussi, c'est que la victime, comme le disait Geneviève dans l'exposé, il y a dans le système qui se passe, il y a un moment où elle croit qu'elle devient folle. Et son comportement peut changer. Vous pouvez être alerté parce que vous allez vous aussi la trouver plus agressive, plus à cran. Il y a plein de petites choses qui peuvent vous alerter. Donc, ça va être aussi déjà dans un premier temps de l'aborder en disant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je trouve que tu as changé parce que peut-être qu'elle, dans l'engrenage, elle ne va pas se rendre compte de ce changement. Et c'est un regard extérieur, attentif, qui peut l'aider. Voilà, à échanger. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est bon. Tu n'avais pas une question à poser? Non, je voulais amener le complément à la question. Oui. Non, ça va. D'accord. Merci. Alors, Martine. Jenny demande excuse-moi, Jenny demandait si c'était des pervers narcissiques. Alors non, c'est rare le pervers narcissique. J'en ai rencontré fort peu. Mais une personne qui n'est pas pervers narcissique peut avoir des comportements pervers de temps en temps dans certaines situations. Martine. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou autre, mais c'est vrai que moi aussi, de par mon métier, puisque j'étais avocat, j'ai eu à rencontrer des femmes et on se rend compte qu'elles sont victimes d'un travail de sape qui est souvent très long, très lent entre la séduction et la punition, puisque ce sont des femmes qui ont souvent non seulement perdu l'estime de soi, mais qui ne sont plus capables de réagir, que dire que de toute façon, si ça se passe mal, c'est de ma faute. Et c'est contre ça, alors je ne l'ai pas eu à le vivre, heureusement, personnellement, ni dans le cadre de relations amicales, mais je l'ai vécu dans le cadre de ma profession et il est extrêmement difficile de faire admettre par une femme qui est dans cette spirale de la victimologie et de la destruction, qu'elle est une victime et qu'elle est en train d'être détruite. Et ça, c'est très, très difficile à faire passer, y compris lorsque les violences, vous parliez du viol conjugal qui a mis beaucoup de temps à être admis, lorsque le viol conjugal est fait devant des enfants, devant les enfants du couple, et où la femme vous dit, mais de toute façon, c'est un bon père. Leur faire comprendre que là aussi, une femme qui est violée par une mère qui est violée par un père, le père n'est pas un bon père. Et c'est vrai, ce travail très compliqué à l'égard des femmes. Et aussi leur dire, sauf si les choses ont changé, parce que moi j'ai un petit peu laissé la profession depuis longtemps, c'est qu'une main courante, ça ne sert à rien. Une main courante ne sert à rien. Il faut déposer une plainte, une main courante. D'abord, ça n'est que devant la police. La gendarmerie ne connaît pas ce système. Et ça finit dans les tiroirs. Donc là aussi, ne pas croire qu'une simple main courante va entraîner ou faire quelque chose ou va améliorer les choses. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole sur ces points. Merci Martine. Françoise. Ton micro, ouvre ton micro. Françoise Laurence n'a pas ouvert son micro. Voilà. Françoise Laurence oublie toujours quelque chose. Bonjour Françoise. Bonsoir à toutes. Alors, merci d'abord, chère Geneviève. Écoute, c'est toujours passionnant de t'écouter. Tu nous as donné des exemples de ces violences. Il n'y a pas que des violences physiques. Alors, j'avais envie quand même de compléter après la question posée par Marie-Christine qui s'inquiète en disant mais on passe peut-être à côté de quelque chose. C'est sûr que c'est pas en rencontrant quelqu'un dans la rue qu'on va se rendre compte comme ça spontanément. Alors ce sont les proches effectivement d'abord
qui peuvent nous alerter sur certaines choses. On peut être alerté parce que notre collègue de travail se replie, refuse des invitations. Enfin, il y a cet isolement et je crois que ça, c'est très, très caractéristique. Mais ne culpabilisez pas si demain vous apprenez que votre collègue que vous voyez très peu, enfin bon, je le dis parce qu'on ne peut pas tout décrypter. Mais ce que je trouve très positif, c'est que cette année, et cette visio ce soir nous éclaire encore plus, l'objectif, c'est précisément de nous former à la prévention et donc d'être attentifs autour de nous à tous ces signes. Et ils sont divers, ils sont différents. Ils sont différents dans chaque couple, pour chaque femme, pour chaque homme. On peut aussi voir ces signes chez les hommes. Donc, nous avons la chance cette année d'avoir une campagne qui est orientée sur la prévention, réaliser, prendre connaissance des signes. Voilà, ça me paraissait très important et on peut se féliciter que le SIE nous ait suggéré d'adopter cela. Juste une observation, Martine, sur les mains courantes. L'actualité nous apprend qu'une main courante, ça peut déboucher sur quelque chose et de toute façon, maintenant, et de toute façon, bon, actuellement, il n'y a plus de main courante, ni à la police, ni à la gendarmerie, ce sont des plaintes. Voilà. OK? Merci François. Ça n'existe plus, les mains courantes, c'est ça, c'est ce que tu dis? Alors on a eu droit à une main courante vous avez bien suivi l'actualité, une main courante commune, conjointe, ce qui était quand même, on n'a jamais vu ça. Hein. Bon, habituellement, c'était les femmes qui allaient déposer les mains courantes. Maintenant, non, elles vont déposer plainte. Alors se pose après toute la question de la disponibilité des gendarmes ou des policiers lorsqu'une femme va venir déposer plainte. Et ça, je crois que c'est un problème très important et je suis ravie de voir que plusieurs clubs, hein, je l'ai vu à travers les tableaux d'activité que certaines m'ont déjà adressés. Je fais le rappel, le 8 novembre, tout le monde va m'adresser les tableaux d'activité, merci. J'ai vu que quelques clubs, pas beaucoup, mais quelques clubs sont en relation vraiment et ont noué des relations avec les gendarmes, avec les gendarmeries, avec les services de police et participent non seulement, participent d'une manière ou d'une autre à l'accueil des victimes, mais ce qui est important, c'est de travailler maintenant sur la formation des gendarmes. Alors, Grenelle a beaucoup apporté. Geneviève, tu as dit qu'il y avait des choses à faire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, en tous les cas, là, il y a une trame qui est suivie. Il y a une information de tous les gendarmes, de tous les policiers, ça je crois qu'il faut le dire. Et puis les bracelets, les barres, il y en a quand même de plus en plus. C'est une mesure lourde et je reconnais que c'est pas facile à mettre en œuvre, hein, mais c'est une mesure très efficace. Mais il y a une autre mesure qui est extrêmement efficace, ce sont les bracelets appel. Et là, nous, Sorop, nous pouvons participer au développement de ces bracelets appel en informant des femmes que nous connaissons de cette possibilité, en les adressant soit à France Victime, puisque dans la plupart des régions, c'est France Victime qui délivre ces bracelets qui ne sont pas ordonnés par la justice. Hein. Il faut bien distinguer le bracelet anti-rapprochement et le bracelet appel. Mais nous pouvons, nous, participer en aidant les associations précisément dans la délivrance de ces bracelets, éventuellement en les achetant d'ailleurs, en leur offrant l'association. Et le gros avantage de ce bracelet appel, donc qui est un bracelet connecté, c'est que la femme qui est en position, qui est victime d'une agression, qu'elle soit physique, mais même qu'elle soit verbale, déclenche son bracelet et la scène est enregistrée.
Parce que ce qui est important quand même, et je tenais à le rappeler, bon, c'est un peu mon gros dada, certaines le savent, ce qui est important, c'est que pour condamner, pour avancer, il faut des preuves. Et ce bracelet appel permet d'enregistrer. Donc, alors, les violences, il y a des constatations physiques souvent, des violences psychologiques, des violences verbales, il n'y a rien. Eh bien, il suffit que la femme appuie sur son bracelet pour enregistrer la communication. Et cette communication vaudra, la communication de ce bracelet, la discussion vaudra preuve. Alors, je crois que c'est important quand même que nous le sachions et que nous, Sorope, on participe donc à l'expansion de ces bracelets appel. Voilà. Merci Françoise. Il y a deux autres questions. Catherine Micro. Bonjour Catherine. À toi. Il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci à la conférencière et merci d'ouvrir ce débat. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que celles qui m'ont précédé, notamment Françoise et Florence, ont parlé de la plupart des sujets que je voulais aborder. La seule chose, c'est qu'effectivement, j'insisterai sur la prévention et la prévention côté femmes, parce qu'on est effectivement amené à être en collaboration avec des réunions de femmes, et il y a des signes, effectivement. Une d'entre nous l'a dit. Je crois qu'il faut vraiment travailler ce volet et savoir effectivement ce qu'on peut faire pour faire une prévention vraiment en amont, parce que je me souviens d'il y a 40 ans où effectivement la police ou la gendarmerie renvoyait ces femmes en leur disant c'est vous qui êtes coupable parce que vous avez mis en colère votre conjoint. Bon, j'ose espérer que ça s'est passé, mais enfin, une femme, je crois, qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, encore actuellement, je crois que c'est quand même beaucoup. Donc, essayez aussi de nous donner quels sont les signes, nous analyse, de changement chez ces femmes-là qui sont victimes et qui ne se reconnaissent pas victimes, de façon à les aider. Voilà, merci. Merci Catherine. Anne-Marie Potier, Le Quesnoy. Oui, bonjour à toutes. Je remercie Geneviève pour cette conférence parce que je trouve qu'elle est très, très bien faite. Je voulais rejoindre Françoise sur ce qu'elle nous a dit sur les bracelets connectés. L'année dernière, nous avons offert des bracelets connectés à une psychologue qui est une ancienne Sorope. Et justement, ces bracelets connectés viennent de l'association Résonance. On les a achetés là. Et le logiciel Appel, on peut très bien le télécharger et le mettre sur son téléphone sans avoir le bracelet connecté. Bon, moi je l'ai, mais je ne l'utilise pas, mais pour les femmes en danger, c'est vrai que le bracelet et le logiciel Appel fonctionnent très bien. Moi, dans ce qui m'inquiète, c'est que quand les femmes vont porter plainte et qu'elles sont obligées de retourner chez elles, comment fait-on pour les protéger? Parce que si elles portent plainte, le mari finalement va être convoqué. L'épouse et les enfants doivent être mis en sécurité. Et que fait-on? Parce que est-ce qu'en France, on a assez d'endroits, de lieux pour mettre ces personnes, ces femmes en sécurité avec les enfants? Je ne sais pas si tu peux me répondre, Geneviève. Alors, je ne sais pas comment on m'entend. Donc, ça fait partie des choses qui, normalement, être pensées de façon conséquente, mais actuellement, bien entendu, il n'y a pas suffisamment. Il y a aussi le fait, quelquefois, que c'est le conjoint violent va être interdit de séjour. On lui interdit, on laisse la maison à la femme et aux enfants et on dit d'aller se trouver un lieu ailleurs, parce qu'après tout, c'est pas à la victime d'être transportée, c'est plutôt à l'auteur. Et là, le prochain que j'examine en rentrant en France, là, c'est un monsieur qui, effectivement, il a beau être chez lui, ça a beau être lui qui a payé la maison, et il est dehors, et puis il n'a pas intérêt à se rapprocher de sa femme et de ses enfants. Oui, oui, parce que ce n'est pas normal que ce soit les femmes qui soient obligées de quitter le foyer. Je suis d'accord. En tout cas, merci de m'avoir répondu. Merci Anne-Marie. Evelyne, bonjour Evelyne. Oui, bonjour à toutes
Je voudrais tout d'abord remercier, bien sûr, je voudrais tout d'abord remercier notre conférencière Geneviève pour la qualité des informations transmises. Je remercie aussi Françoise Laurens d'avoir rappelé l'intérêt des bracelets connectés. Et je voudrais rappeler que le SI France, donc l'Union française, en 2016-2018 est aussi à l'origine de la création de ces bracelets, puisque nous avons aidé financièrement l'association Résonance et pour son application Appel pour la diffusion de ces bracelets. J'ai une question. On a beaucoup évoqué le rôle des assistantes sociales, le rôle des services sociaux, le rôle de la gendarmerie, des services de police, et peut-être serait-il judicieux de mettre davantage dans la boucle les médecins. Les médecins qui souvent sont les premiers à constater les dégâts de ces violences, de cette emprise, tant sur le plan physique, bien évidemment, que sur le plan psychologique. Alors, il y a toujours la question du secret médical, mais peut-on parler de secret médical dans ce cas de figure? Beaucoup de médecins, je ne parle pas des hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, il y a maintenant une obligation de signalement, mais beaucoup de médecins dans leurs cabinets médicaux ont parfois pas des scrupules, mais des craintes quand la victime ne le souhaite pas, à faire des signalements officiels, et le poids que pourraient avoir les signalements des médecins dans les cabinets médicaux, ce poids n'est peut-être pas assez pris en compte aujourd'hui au niveau du dispositif de prévention. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses qui seraient susceptibles d'être améliorées, tant en ce qui concerne le rôle des médecins traitants ou des médecins dans les cabinets médicaux? Juste, si je peux me permettre, Bernadette. Oui, vas-y, oui. Merci. Pour le rôle des médecins, le Conseil de l'Ordre national vient de sortir un numéro en rappelant le texte de loi récent qui délie le médecin exceptionnellement du secret médical pour signaler aux autorités. Il a parfaitement le droit et il ne sera pas poursuivi s'il signale aux autorités les mauvais traitements qu'il a constatés sur une femme victime de violence. Voilà, simplement, c'est un peu une avancée de la loi. Oui, je peux prendre. Oui, oui. Ah non, il y a quelqu'un d'autre. Oui, alors, écoutez, c'est quand même la grande avancée du Grenelle, c'est cette main levée du secret médical, alors qui a posé problème au niveau des médecins, qui leur pose encore problème. Et c'est pas facile, c'était pas dans leur culture. Donc, je crois que pour faire avancer les choses, et je suis ravie qu'à Rouen, c'est à Rouen, dans quelques jours, il y ait cette réunion pour faire avancer les choses. Alors, merci Bernadette de l'avoir relevé. Nous avions fait à peu près cette même chose, cette même réunion à Perpignan l'année dernière, où précisément on avait invité le Conseil national, le Conseil de l'Ordre, les autorités judiciaires, donc le parquet, et grâce aux relations qu'on a entre les uns et les autres et au réseau que nous avons, les uns sont avocats, les autres magistrats, les autres sont médecins, les autres sont pharmaciens. Grâce à ce réseau, le procureur, je le dis, le procureur de Perpignan, je suis très contente de le dire parce qu'on a un très bon procureur à Perpignan, le procureur à Perpignan, avec le Conseil de l'Ordre, participe à la formation des médecins et ça fait quand même beaucoup avancer les choses. Geneviève se souvient peut-être de notre réunion l'année dernière. Voilà. Où elle avait eu elle avait obtenu un très grand succès puisqu'elle était venue nous parler de l'emprise et ça a eu vraiment un grand impact entre les associations qui étaient présentes et les institutions. Donc, renouveler ces expériences, je crois que c'est important.
Mais faire comprendre aux médecins qu'ils ne risquent rien, parce qu'il y a aussi cette inquiétude. Certains médecins étaient craintifs et il a fallu que le parquet de Perpignan fasse une convention avec l'ordre des médecins, je vous le dis. Et ça se passe mieux. Donc, voilà. Merci François. Claudine a levé la main aussi. Oui, merci pour cette conférence et ces échanges. Moi, je voulais juste préciser qu'en ce moment, nous sommes en relation avec plusieurs gendarmeries, et dont certaines en milieu rural. Et nous avons récemment discuté avec les gendarmes qui nous ont fait part des avancées qu'il y a eu depuis le Grenelle, en particulier le fait que quand il y a une femme qui est, disons, subit des violences ou qui y a un signalement, il se déplace et là, il laisse la femme et les enfants, s'il y en a, au domicile, et ils prennent le mari violent, puisque c'est souvent le cas, et ils ne le laissent plus dans le domicile et ils essaient de le... Alors, suivant son état, ils le gardent en garde à vue dans les locaux, et le lendemain, ils interviennent pour que la femme et les enfants restent chez eux. Voilà. Et ça, c'est vraiment une avancée. Et ils nous disaient aussi qu'ils peuvent maintenant intervenir sans qu'il y ait, en effet, il n'y avait pas de main courante chez eux, mais même sans qu'il y ait dépôt de plainte. Donc, ils peuvent monter des dossiers, avoir tout l'interrogatoire dont Geneviève a parlé, monter tout ça, accueillir les femmes, mais qui, quelquefois, ne veulent pas déposer de plainte. Donc, c'est quand même un plus par rapport à il y a 3 ans. C'était juste un témoignage sur ces avancées suite au Grenelle. Bon, il y a eu aussi beaucoup de messages intéressants là, sur le chat. Malheureusement, moi, je ne peux pas répondre. Et Jenny, je suppose que Jenny est partie. Si elle est encore là, elle est partie. Hein, voilà. Jenny, membre du e-club, elle est intervenue beaucoup sur le chat. Elle n'a jamais dit. Bon, est-ce qu'il y a d'autres membres de prise de parole? Je ne crois pas. Donc, il nous reste à remercier Geneviève. Hein, vraiment, merci pour cette belle conférence. Tout s'est bien passé. Il ne faut pas être trop avec le PowerPoint. Donc, le PowerPoint, je vais l'envoyer à tout le monde. Merci à vous toutes. Merci pour avoir enrichi le débat. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à toutes.